Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, transition énergétique, RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire de ce jour. Notre invité aujourd'hui, c'est Jérôme Madoc, directeur général business bio et végétal chez Savencia, le groupe alimentaire français qui vient de lancer le mouvement Vivre Vert. Les détails juste après ces titres. À l'occasion du mois Octobre Rose, zoom sur les engagements de la Fondation La Roche-Posay, notamment ces cabinets de confidentialité pour les malades du cancer testés dans 6 pharmacies en France. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Superbrosse et propose un abonnement pour des brosses à dents. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. Comme tous les jours, c'est Smart Impact. Bonjour Jérôme Madoc, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur général business bio et végétal chez Savencia. Quelques chiffres, groupe français créé en 1956, devenu mondial, 24 000 collaborateurs dans le monde aujourd'hui, 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et des marques évidemment très connues du grand public comme Saint-Moret, Caprice des Dieux ou le camembert Cœur de Lion. On va parler évidemment de ce mouvement Vivre Vert qui a été lancé il y a quelques jours. Mais je voudrais un point d'actualité sur le marché du lait bio, parce que c'est quand même le cœur de métier de Savencia, les produits laitiers. Marché du lait bio qui est confronté à la surproduction. Les agriculteurs sont parfois obligés de vendre le lait bio au prix du lait normal. Comment elle s'explique cette surproduction ? Est-ce que vous y voyez une tendance ou simplement une petite crise de croissance ? Alors, c'est toujours très difficile de répondre à cette question. C'est vrai qu'on a vu que le bio et les produits laitiers étaient concernés. Il y a eu un formidable essor depuis une dizaine, maintenant même une vingtaine d'années, avec beaucoup de nouveaux produits sur différentes catégories. Une vraie volonté du consommateur d'aller vers ce type d'offres. Donc il y a eu une grande diversification en termes de marques, en termes d'innovation. Et il y a eu aussi beaucoup d'innovation dans d'autres domaines. Et on fera le lien tout à l'heure avec le végétal. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on arrive en termes d'offres et par rapport à ce que peuvent faire les marques, à une forme de plafond. Il faut que les consommateurs ont aujourd'hui un niveau de satisfaction, mais aujourd'hui ne vont pas au-delà et peut-être qu'ils ont aussi d'autres alternatives, notamment au niveau local. Ça représente quoi c'est pas une colle, mais le lait bio dans votre business, dans votre production? C'est une toute petite partie aujourd'hui, toute petite part. Nous, on est sur la partie fromagère essentiellement, et c'est vrai que le fromage a tendance à être plutôt sous-performant en bio par rapport aux autres catégories laitières comme les yaourts ou le lait, où le bio a quand même une part significative. En fait, le fromage bio, c'est à peu près 2% simplement du business. Oui, donc il y a encore une marge de progression. Alors, vous venez de lancer ce mouvement Vivre Vert. C'est pas seulement des produits, c'est quoi Vivre Vert? Alors, Vivre Vert, c'est vrai qu'on a souhaité aller au-delà des produits végétaux. Et donc, on l'a lancé en fait il y a quelques mois, au mois d'avril, avec l'objectif, il y en avait deux, d'avoir une transition écologique en termes d'action et aussi la transition alimentaire. Et on savait qu'on ne pourrait pas avoir les produits avant le mois d'octobre. On pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ne démarrer avec des actions en faveur de la transition écologique. Et donc, on a eu une première opération qui a démarré au mois d'avril, qui a visé à faire éclore 1 million de fleurs mellifères. Donc, on a engagé les collaborateurs, on a engagé des associations, des personnes qui souhaitaient être acteurs de ce mouvement. Et c'est vrai que c'est assez petit, finalement, quand on vient sur ce chiffre, 1 million de fleurs mellifères. Mais je crois que Vivre Vert, c'est ça. C'est une petite équipe chez Savencia, la stratégie des petits pas. Là, on est en train de préparer une deuxième action qui vise à favoriser l'émergence et l'essor des potagers urbains. Vous voyez qu'on aura des actions comme ça tous les 2-3 mois. Et puis sur les produits, évidemment, il faut qu'on soit concret. Donc la transition alimentaire passera également par l'offre. Oui, on va en parler des produits, mais cette action, 1 million de fleurs, il y avait des partenaires. Il y avait effectivement cette idée de favoriser la biodiversité, mais c'était aussi un programme inclusif d'une certaine façon. Oui, parce qu'on cherchait une action qui puisse avoir du sens et puis qui puisse engager différents collaborateurs, également des parties prenantes externes. On voulait un peu marquer le coup. Donc, on a trouvé un fournisseur qui savait faire ces petites billes, en fait, ces petites boules avec des graines, et on trouvait que c'était extrêmement ludique de pouvoir déjà les faire ensuite faire participer en fait les collaborateurs, et donc en les lançant un peu partout dans son environnement de travail, ou en allant avec ses enfants à l'école, ou en revenant de son travail le soir. À partir du moment où il y avait un petit peu de terre, moyennant ensuite quelques semaines d'attente, vous voyez, ces fleurs sauvages éclore. Donc il y avait un côté assez formidable, assez ludique. On a aussi des
des maisons de retraite qui nous ont sollicité en disant qu'au-delà de la démarche écologique, il y avait aussi la possibilité de faire des actions, de pouvoir bouger, de pouvoir refaire de la pédagogie sur notre environnement et sur une action telle que faire éclore des fleurs. Pourquoi il s'est passé plusieurs mois entre le lancement du mouvement et la commercialisation des premiers produits, puisque là, ils arrivent, ça y est, sur le marché? C'est vrai que c'est assez inhabituel, parce que quand on est dans l'industrie agroalimentaire, quand on n'a pas de produits, tout ça reste assez virtuel, mais nous étions prêts, et c'était aussi une façon de marquer que nous allions aller au-delà de l'offre produit, et que nous pouvions aussi être engagés sur cette fameuse transition écologique. Encore une fois, à un niveau très humble, on démarre petit, mais ça nous a permis aussi de le séquencer et d'être très focalisés les 6 mois précédents sur nos actions. Vous l'avez compris, il y en a d'autres qui vont arriver dans le Alors, futur. ces produits, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette nouvelle offre végétale, en quelque sorte? Oui, alors déjà, on est parti d'un constat, c'est que le végétal existe depuis très longtemps. C'est la fin des années 80 sur des offres type boissons ou yaourts, entre guillemets, végétaux. Mais globalement, même s'il y a eu un très fort essor ces dernières années, il y a comme une insatisfaction consommateur, parce que vous avez aujourd'hui à peu près 7 Français sur 10 qui n'en achètent pas, ou qui n'en rachètent pas. Donc c'est quand même colossal. Alors c'est pire, qui n'en rachètent pas. Ça veut dire qu'il y a une forme de déception sur le produit. Il y a une forme de déception, exactement. Alors il y a quand même une offre qui s'est vraiment développée ces dernières années. On a vu émerger de nouveaux acteurs. On voit que la qualité produit progresse quand même très significativement. Le consommateur a de plus en plus de choix, mais néanmoins il ne trouve pas son compte. Donc, comme si dans le végétal, en tout cas pour les Français, c'était perçu comme étant peut-être un peu punitif, dans une forme un peu d'obligation de devoir équilibrer. Et on sait que le Français est plutôt égocentré dans sa façon d'envisager, sa façon de vivre, sa façon de consommer. Et donc, un de ses premiers critères, enfin, c'est même sûr, son premier critère, c'est le plaisir en France. On est au pays de la gastronomie quand même. Exactement, on est au pays de la gastronomie. Et donc, nous, la façon dont on envisage cette transition alimentaire, c'est par le plaisir. Parce que si on doit abandonner justement cette notion-là, ça va être très difficile de convertir. Donc, la volonté de vivre vert, c'est de repartir un peu d'une feuille blanche en se disant comment sur ces différentes catégories, pour certaines qui fonctionnent déjà et d'autres qui sont très nouvelles, comme les alternatives végétales au fromage, quel type de signature de goût, quel type de produit est-ce qu'on peut apporter? C'est là tout l'objectif de vivre vert. Et c'est quand même psychologiquement aussi, pour une entreprise comme la vôtre, qui produit du fromage, mais classique depuis des décennies, on l'a dit, 1956, c'est une révolution des mentalités même d'une certaine façon. Oui, tout à fait, c'est quelque chose de très particulier. Vous avez dû convaincre, ça n'a pas dû être si facile, j'imagine. Oui, on doit convaincre. Après, le groupe et les collaborateurs qui sont impliqués, et même ceux qui ne le sont beaucoup moins, ont quand même conscience que tout ça est dans une logique de complément. Aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs pour aller vers une consommation plus flexitarienne, mais on a aussi notre offre aujourd'hui en animal qui va continuer à se développer sur les fromages et les produits laitiers. Donc à partir du moment où on est sur une logique de complément, à partir du moment où on est très exigeant sur la partie plaisir, nous, notre vocation, c'est entreprendre pour bien nourrir l'homme. Vous voyez que le végétal, avec ses notions de plaisir, s'inscrit complètement dans cette logique. Mais alors un fromage végétal, il est à partir de quoi ? Alors, il peut être à partir de différentes matières premières. Donc, le tout premier qu'on a lancé, qui n'était pas Vivre Vert, mais j'en profite, je fais cette parenthèse, c'est le tartare végétal, c'était au mois d'avril. Et on est content parce qu'aujourd'hui, en termes de rotation, c'est le premier de sa catégorie. Donc là, on est sur une base amande. Mais il y a aussi d'autres possibilités à base de pois, à base de lupin. C'est notamment les protéines végétales que nous utilisons sur Vivre Vert. Ça veut dire combien de temps de recherche et développement, puisque l'objectif, c'est le goût ? Bien sûr, alors c'est très itératif, ça, par définition. Et c'est évidemment très très long, donc ça se compte en années pour aboutir à une offre qui soit vraiment très satisfaisante. Sachant que pour avoir cette cohérence plaisir, on a regardé comment on pouvait atteindre le niveau de l'animal, pas forcément du végétal qui existait. Et donc, c'est ce qu'on souhaite un petit peu remettre en question, notamment sur des catégories historiques, en se disant il y a déjà des offres, elles fonctionnent bien. Encore une fois, elles ne sont pas forcément satisfaisantes pour tous les Français. Donc, quel type de signature on peut apporter qui soit nouvelle et qui permette finalement de convertir un peu plus de consommateurs au végétal. Dans le même esprit, côté business, il y a aussi le rachat de l'américain Hope, qui est spécialiste des tartinables végétaux. Ça s'est passé quand et comment? C'est quoi la logique stratégique? Alors, c'est vrai que c'est une information très récente. Cette acquisition, elle date du début du mois. Donc, Hope, vous venez de le dire, donc c'est un des leaders des spreads et des houmous sur des produits végétaux aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier marché végétal du monde.
Donc c'était important pour Savencia, qui est implanté là-bas, d'avoir une marque, d'avoir une unité de production. Donc c'était complètement stratégique et donc cette histoire est formidable. C'est une société qui a un peu plus de 10 ans. Ils ont commencé sur le marché de leur petite ville dans le Colorado et ils sont devenus numéro 1 du houmous bio. Donc c'est absolument formidable que Savencia maintenant puisse être associé à cette formidable histoire. Donc la stratégie, c'est d'entrer encore un peu plus sur le marché américain, j'imagine. Tout à fait, exactement. Dernier mot, Vivre Vert, c'est aussi un média. Vivre Vert au quotidien, c'est quoi les contenus qu'on peut y lire, qu'on peut y découvrir? Alors, quand je parlais de la transition écologique, on a les actions, mais on trouvait qu'en France, il manquait une forme de synthèse ou de regroupement, un condensé de toute l'information, de toutes les initiatives qui existent au niveau de la transition écologique. Donc, en général, tout ce que font les grands groupes, il y a des très beaux communiqués et c'est très bien expliqué, mais il y a aussi beaucoup d'associations, beaucoup de startups qui font des choses absolument formidables. Et avec ce site, Vivre Vert au quotidien, finalement, on regroupe toutes ces informations. On a des articles inédits chaque semaine, on a des interviews, et donc ça permet à un endroit finalement unique d'avoir accès à toutes ces informations. Merci beaucoup, merci Jérôme Madoc. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat bilan du mois d'octobre rose avec La Roche-Posay. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Octobre rose au programme de ce débat de Smart Impact avec mes invités. Isabelle Huette, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Rose Up, association créée il y a 10 ans. Vous défendez les malades du cancer du sein, notamment les femmes touchées par le cancer. Octobre rose, c'est le cancer du sein. Et puis Benjamin Brunswick, vous êtes directeur de la Fondation La Roche-Posay, responsable international des sujets RSE de la marque qui s'engage depuis 10 ans. C'est quoi la philosophie de l'action de La Roche-Posay en la matière ? Écoutez, la mission de La Roche-Posay, c'est de développer des soins de la peau qui changent la vie, qui sont prescrits par les dermatologues. Ouais. Donc bien sûr, qui permettent de prendre soin de sa peau, de la santé de sa peau au quotidien, mais aussi d'adresser des problèmes beaucoup plus douloureux avec un impact sur la qualité de vie. Donc on se parle d'acné, de psoriasisme, d'eczéma, mais aussi, par exemple, des effets secondaires sur la peau, des traitements contre le cancer, qui sont extrêmement douloureux. On se parle de radiodermite, de rage, de folliculite, de peau très sèche, de fissures, qui ne sont pas simplement des petits problèmes de confort ou d'esthétique, mais qui rendent le quotidien difficile. Le simple fait de prendre une douche, de mettre un vêtement, de saisir un objet ou de se lever devient très difficile. Et ça peut entraver la capacité des personnes en traitement à bien suivre les traitements. Donc c'est au-delà de la qualité de vie ici, c'est l'enjeu de faire face au cancer et de guérir. Donc voilà, on a une expertise dans le domaine de la peau et qui vient s'inscrire dans une plus grande expertise dont Isabelle va parler, qui est l'accompagnement des patients et la qualité de vie pendant le cancer. Mais justement, Isabelle Huette, est-ce que cette notion-là de qualité de vie pendant le cancer, notamment des effets secondaires dermatologiques, est-ce que c'était un peu le parent pauvre en la matière? C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas le plus important c'est de vaincre cette maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et c'est toujours le parent pauvre. C'est toujours le parent pauvre. On peut le dire, puisque effectivement, le rôle des médecins, c'est de soigner et tout ce qui est ce qu'on appelle les soins de support, donc qui permettent de lutter contre les effets secondaires, ça passe quand même un petit peu au second plan, et d'où l'investissement d'associations telles que Rose Up sur ces sujets, parce que quand vous êtes suivi à l'hôpital, bien souvent c'est ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire que vous vous rendez à l'hôpital pour vos rendez-vous et vous rentrez ensuite chez vous, voire vous avez de nouvelles thérapies orales, les chimiothérapies orales qui sont prises à domicile, et du coup vous vous sentez très seul face à vos questions sur toutes les dimensions de votre vie pendant et après la maladie, et notamment gérer tous ces effets secondaires qui s'accumulent et sans avoir véritablement d'interlocuteur en face pour répondre à vos questions. Oui, est-ce qu'il y a même une question de formation des médecins ou des pharmaciens, par exemple, en la matière sur ces effets secondaires? Vous diriez ça? Bien là, je pense que c'est plutôt Benjamin qui peut répondre à la question. Vous, comme patiente ou comme représentante de patiente, est-ce que de temps en temps, vous avez dit, mais j'ai en face de moi un professionnel de la santé qui n'a pas forcément les réponses? Je ne pense pas que ce soit tant qu'ils n'aient pas forcément les réponses, c'est qu'ils n'ont pas matériellement le temps de répondre à toutes les questions, puisque en temps de consultation, c'est extrêmement restreint. Et du coup, ils renvoient vers d'autres interlocuteurs. Et nous, on est ravis de travailler justement main dans la main avec les professionnels de santé, notamment au sein de nos maisons roses, qui ont justement vocation à
à permettre à ces femmes de se sentir moins seules. Donc, ce sont des jolis cocons bien décorés en centre-ville, à Paris et à Bordeaux, où ces femmes sont accueillies, écoutées, où elles peuvent suivre un certain nombre d'ateliers, justement, de soins de support, avec des thématiques comme la beauté, le bien-être, l'activité physique adaptée, la nutrition, ou encore l'accompagnement au maintien ou au retour à l'emploi, qui sont des problématiques très importantes. Et quel, justement, si on est dans les Maisons Roses, quel rôle La Roche-Posay a pu jouer en association avec Rose Up? Ça fait partie, nous, de notre ambition d'impact positif et d'aider les différentes parties prenantes. Donc on mentionnait effectivement les pharmaciens qui sont de plus en plus un acteur du parcours de soins des patients, donc qui ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être formés, et puis d'accompagner des associations qui aident les patients au quotidien. Ça fait partie de notre impact positif. Donc on soutient des projets de Rose Up. Leur dernière campagne de sensibilisation, et je vais le dire ici au micro, une putain de campagne pour une putain d'association contre une putain de maladie. Ouais. Si vous montrez le spot, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Oui, c'est pas juste pour dire des gros mots. C'est pas juste pour dire des gros mots. C'est le thème de la campagne. Et également leur projet de digitalisation des Maisons Roses, puisqu'effectivement, c'est des endroits exceptionnel, où il y a un accompagnement incroyable qui est fait, aujourd'hui à Paris et à Bordeaux, mais comment rendre tout ce contenu et cet accompagnement disponible au plus grand nombre, même ceux qui n'habitent pas proche de ces endroits formidables, digitaliser tout ce contenu-là, donc on a le plaisir de les accompagner dans une démarche de mécénat pour que ça se développe. Ouais. Quelques chiffres sur les effets secondaires. 80% des patients souffrent d'effets secondaires sur la peau lors des traitements contre le cancer. Ouais. 80% des patients estiment que les soins de support sont aussi importants que les traitements. Oui, ça, c'est vraiment un retour qui me semble essentiel. Ouais. Et puis il y a ces études scientifiques, 9 études scientifiques, 12 publications dédiées aux effets des traitements du cancer menés par La Roche-Posay. C'est l'un des rôles de La Roche-Posay de faire progresser la connaissance. Il y a notamment ce programme Fight with Care, l'aide à Rose Up s'y intègre. Vous voulez élaborer le premier consensus international avec des recommandations qui seront publiées fin décembre. C'est quoi un consensus international? Rappelez-nous ce que ça signifie. Ça signifie travailler avec les parties prenantes et les experts pour que tout le monde se mette d'accord sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important, quels sont les standards sur un sujet, pour ensuite permettre l'action et l'impact positif. Donc nous, depuis 2008, on s'intéresse à ce sujet-là. Ça fait partie de notre expertise en tant qu'expert de la peau. En 2012, on a monté le premier board qui s'appelait ESKIMO, European Skin Management in Oncology, qui a été suivi en 2018 par la version française, FRESKIMO, French Skin Management in Oncology. Notre partenariat avec l'AFSOS, l'association francophone des soins oncologiques de support. Et là, cette année, on continue cette démarche de rassembler les experts avec le partenariat avec la MASC, qui est la Multinational Association of Supportive Care in Cancer, je l'ai dit, qui est une société savante qui réunit des chercheurs, des médecins, des pharmaciens de plus de 70 pays pour arriver au moins à une vision claire de ce sujet-là et puis continuer à faire progresser aussi la connaissance pour continuer à faire progresser les soins, les traitements et toujours mieux accompagner les patients. Je crois que c'est l'objectif final, bien sûr. Évidemment. On parlait de la formation des médecins et des pharmaciens, et vous avez répondu en citant l'exemple des 2 Maisons Roses que vous avez créées, sur l'importance de l'accueil, d'avoir un lieu, un cocon. C'est un peu l'idée aussi que vous testez dans 6 pharmacies en France. Je crois qu'il y en a 3 à Paris, 3 en province. Ce sont quoi, des cabinets de confidentialité? Je ne sais plus comment vous les avez appelés, c'est ça? Tout à fait, oui, des cabinets de confidentialité. Ouais. Depuis le 1er janvier, c'est aussi encadré par la loi, le pharmacien est amené à mener des entretiens d'accompagnement des patients qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est vrai que les pharmaciens, pour le coup, n'ont pas forcément été formés à tout ça. Donc nous, La Roche-Posay, au-delà de nos produits, on accompagne les pharmaciens. Donc on a développé des modules de formation avec l'AFSOS, donc qui sont disponibles sur le site de l'AFSOS, donc à la fois sur les différents types de cancers, les différents types de traitements, les différents types d'effets secondaires et comment bien mener un entretien. Et on va jusqu'au bout en les accompagnant. Comment créer un espace de confidentialité dans sa pharmacie, avec quel mobilier, quel type de produit on doit retrouver, encore une fois, au-delà du soin de la peau. Donc, bien sûr, on fait partie de la solution, mais il y a aussi les accessoires, comme les perruques, les soins pour la bouche, les soins dentaires, la nutrition, qui est un immense sujet. Donc, c'est une approche holistique de l'accompagnement du patient, et les cabines de confidentialité font partie de ça. L'objectif, on espère, d'ici la fin de l'année prochaine, c'est d'avoir mis en place 500 cabines de confidentialité en France. D'avoir pu accompagner... Il faut avoir la place. Il faut avoir la place. Donc, ça ne s'adresse pas à chacune des 22 000 officines de France, mais en tout cas, il y a des pharmaciens qui sont de plus en plus conscients du rôle qu'ils ont à jouer, de l'accompagnement qu'ils peuvent apporter, et que ça demande
une mise à niveau parfois de connaissances et aussi des espaces pour pouvoir accueillir correctement ces personnes qui sont en traitement contre le cancer. Isabelle Huette, si vous faites un bilan, on est à la fin de ce mois d'octobre, d'Octobre Rose, bon, il sert à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire communiquer, faire passer des messages. Quel bilan vous en faites de cet Octobre Rose 2021, qui était peut-être un peu particulier parce qu'il y a eu les confinements et la pandémie Covid juste avant? Écoutez, le mois d'octobre, c'est fantastique, puisque chaque année, ça permet de mettre un coup de projecteur sur les problématiques du cancer du sein et de façon plus générale du cancer de la femme, qui est notre sujet chez Rose Up, puisque nous informons, nous accompagnons, nous défendons les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que le cancer, c'est toute l'année, en fait, et que c'est vraiment un ensemble de sujets qu'il convient à adresser, et notamment cette question des soins de support qui est un véritable chaînon manquant dans la prise en charge. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, les personnes touchées par le cancer ont vraiment envie d'être partie prenante de leur parcours et de leur guérison. Et donc, c'est particulièrement important de leur donner des outils pour leur permettre justement de reprendre en quelque sorte un petit peu le contrôle sur leur vie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, tant à travers notre magazine, Rose Magazine, je vous ai apporté ici, qui est un magazine féminin distribué gratuitement aux femmes dans tous les centres et services de cancérologie, et y compris aussi auprès des pharmaciens, nos maisons roses, et également tout l'accompagnement qu'on développe en ligne, à distance, notamment grâce au soutien de la Fondation, de La Roche-Posay. Donc il y a... Vous fêtez vos 10 ans, oui, l'association, et donc oui. le magazine les fête à la une. Est-ce que vous avez vu les mentalités, nos mentalités évoluer quand même? Oui, très clairement. C'est vrai que le cancer est beaucoup moins tabou. En fait, on a fait réaliser une étude à ce sujet, et donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Et je pense qu'un acteur tel que Rose Up y a largement contribué. Ne serait-ce que quand vous voyez les couvertures, ce sont des femmes touchées par le cancer qui posent en couverture. Et au tout début, c'était la croix et la bannière pour trouver des femmes qui acceptent de poser en couverture. Et vous voyez, cette année, ce numéro, c'est une femme enceinte, puisqu'aujourd'hui, on arrive à aider ces femmes qui sont diagnostiquées pendant leur grossesse à mener cette grossesse à terme. Donc, c'est une vraie victoire. Et donc, on a quand même une femme qui a accepté de poser en couverture. Donc, c'est vraiment une grande avancée. Benjamin Brunswick, pour terminer, les produits qui sont proposés, qui sont utilisés, ils existaient déjà, ils ont été adaptés, créés aussi en fonction des retours des malades du cancer? Alors, certains existaient déjà, d'autres ont été créés, et en tout cas, on s'est assuré tout au long de ces 10 dernières années qu'ils étaient adaptés et qu'ils étaient suffisamment à la fois efficaces et tolérants pour la peau très fragilisée pendant les chimiothérapies et les radiothérapies. Et on continue de progresser et de faire avancer la connaissance. Et vous parliez tout à l'heure de Fight with Care, donc c'est vrai que c'est un programme mondial qu'on vient de lancer où il y a plusieurs volets. Il y a sensibiliser le plus grand nombre au sujet pour qu'il n'y ait plus aucun patient qui dise « si seulement j'avais su », parce que c'est quand même beaucoup ce qu'on voit. Il y a un volet d'éducation, donc éduquer les professionnels de santé, mais aussi le grand public. Et quand on dit le grand public, c'est important, c'est pas simplement les personnes en traitement, mais c'est aussi l'entourage. Parce que souvent, quand on a un proche, on ne sait pas comment on peut être utile, et les soins de support, ça permet d'apporter une aide. Et puis il y a tout le volet philanthropique de soutien aux patients dans le besoin. Et donc voilà, on a la chance de pouvoir travailler avec Rose Up en France, avec American Cancer Society aux États-Unis, avec Macmillan Cancer Support au UK, pour en citer que quelques-uns. Mais voilà, pour quelques mots au sujet de Fight with Care. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact. Une start-up à l'honneur comme tous les jours. Maintenant, c'est Smart Ideas. On reste dans le domaine de la santé, mais la santé dentaire. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Arthur Hacker, le fondateur de Superbros. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous l'avez créé il y a 2 ans. C'était quoi votre idée de départ? Alors
Au départ, ça a commencé, je vivais en Australie à l'époque, et je suis allé chez mon dentiste qui m'a décelé quelques caries. Et à ce moment-là, je pensais à une bonne hygiène dentaire. Et en fait, j'ai découvert que je changeais pas assez régulièrement de brosse à dents. Et après 3 mois, une brosse à dents, ça brosse mal les dents. Et donc, ça peut amener au développement de caries. Il faut les changer tous les 3 mois. Au minimum tous les 3 mois. C'est les recommandations des dentistes et tous les professionnels de santé bucco-dentaire. Et donc, à ce moment-là, j'ai réfléchi un petit peu à une solution, parce que je me suis dit, personnellement, j'étais incapable de dire quand est-ce que je changeais de brosse à dents. J'en achète une. Ensuite, je ne sais pas, je note pas dans mon calendrier. Et donc, je cherchais une solution. Je me suis dit qu'en fait, pourquoi on ne crée pas un système d'abonnement qui permettrait de recevoir ces brosses à dents dans sa boîte aux lettres dès qu'on a besoin d'en changer. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur le projet à ce moment-là. Et en avançant sur le projet, je me suis aussi rendu compte que les brosses à dents, c'était un des objets du quotidien les plus polluants. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, parce que tout le monde, il faut se brosser les dents et c'est indispensable, on ne peut pas éviter la brosse à dents, mais ça pollue énormément. Pourquoi? C'est compliqué à recycler. Exactement, donc les brosses à dents, c'est un plastique ce qu'on appelle complexe, donc c'est impossible à recycler aujourd'hui dans les cycles classiques de recyclage de déchets. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 100 millions de brosses à dents qui sont vendues et qui sont jetées tous les ans en France, et la plupart vont finir dans des décharges ou dans l'environnement. Donc à ce moment-là... Qu'est-ce que vous avez imaginé comme solution? Donc un abonnement et une brosse à dents, on peut peut-être les voir. En quels matériaux elles sont faites? Alors, c'est assez simple. C'est des brosses à dents qui ont un manche en bambou 100% naturel. Donc là, on a une brosse à dents, on a fait un petit des poils bleu, blanc, rouge pour le marché français. Donc, techniquement, on n'a pas inventé une nouvelle brosse à dents. Les brosses à dents en bambou ou en matière naturelle, ça existe depuis quelques temps. Mais ce qu'on essaye, c'est vraiment de les démocratiser et de les rendre vachement plus accessibles. Donc, il y a le système d'abonnement qui veut dire que les gens s'inscrivent une fois en 3 clics. Et ensuite, ils n'ont plus jamais besoin d'y penser. Ils vont recevoir leur brosse à dents à intervalles réguliers dans la boîte aux lettres. Ça peut être pour toute la famille? Ça peut être pour toute la famille. On fait des modèles adultes et des modèles enfants. Et le fait que les brosses à dents soient en bambou veut dire qu'elles sont 99% biodégradables. Donc, elles vont beaucoup moins polluer qu'une brosse à dents en plastique. Et ensuite, on a pas mal d'engagements assez forts aussi à notre niveau sur notre empreinte carbone, sur reverser une partie de nos profits à des associations pour la protection des océans et promouvoir au maximum l'hygiène bucco-dentaire auprès des Français. Elles deviennent quoi, les brosses à dents, vos brosses à dents usagées? Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de retour ou de consigne? Je ne sais pas, parce que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui réinventent la consigne en ce moment. Ouais. Alors pour l'instant, on ne propose pas de consigne. On a décidé de faire un concept qui soit vraiment simple, le plus lean possible, pour vraiment proposer un produit pas cher et accessible pour que tout le monde puisse s'abonner à Superbrosse et faire un effort. Donc aujourd'hui, quand on achète sa brosse à dents, à la fin, on peut la composter. Il suffit de couper la tête ou de retirer les poils. Et à ce moment-là, on la met dans son compost ou dans son jardin et elle va se biodégrader naturellement. Sinon, on la jette à la poubelle avec le reste des ordures et à ce moment-là, où qu'elle aille, 99% de la brosse à dents va se biodégrader naturellement. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres produits dans vos tiroirs? Alors, tout à fait. Donc, nous, notre focus, c'est vraiment l'hygiène bucco-dentaire, parce que c'est un marché qui est... il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui en France qui s'intéressent à ce marché. Il y a les très grands groupes, les marques qu'on peut retrouver au supermarché, mais il n'y a pas vraiment de marque française qui a réussi à s'imposer et à créer une marque sympa, éco-responsable et accessible. Donc, on a commencé avec les brosses à dents, avec un produit d'appel qui soit vraiment accessible. Et aujourd'hui, on travaille sur les prochains produits. Donc, on s'est associé avec un grand laboratoire français et on développe des produits toujours lié à l'hygiène bucco-dentaire. On a notre prochain produit qui va sortir début 2022, qui va être 100% made in France. Et on a hâte et on va pouvoir proposer un pack complet d'hygiène bucco-dentaire et toujours par abonnement. Et dernier mot, ces brosses à dents, elles sont fabriquées en France, elles sont fabriquées ailleurs, vous en êtes où là Alors les brosses à dents, pour l'instant, elles sont fabriquées en Asie parce qu'elles sont en bambou et c'est indispensable de faire fabriquer là-bas les brosses à dents en bambou. Par contre, pour nos autres produits, eux, on va les faire en France parce qu'on a la possibilité, on a les infrastructures en France pour développer d'autres produits cosmétiques. Merci beaucoup, on suivra ça. Merci Arthur Hecker, bon vent à vous. Merci Thomas. Superbrosse, voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les box ou sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.